Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Scott Ritter, ancien inspecteur des armes de l'ONU, officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur, pour discuter de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ainsi que de ce qui semble être une riposte très étendue de la part de l'Iran. Vous suivez cela depuis quelques heures, depuis le début de l'attaque. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, il s'agit d'un effort très concerté pour renverser le régime en place. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont tous deux déclaré que l'objectif de cette campagne était un changement de régime. Et ils ont agi en ce sens. Je veux dire, ils ont frappé la résidence du guide suprême, ils ont tenté de tuer le président iranien, et ils ont visé les résidences et les lieux d'activité de nombreux hauts responsables iraniens, tant militaires que civils. Il y a eu des victimes. Apparemment, le président et le guide suprême n'en font pas partie, mais il s'agit d'une opération de décapitation qui se poursuit à l'heure où nous parlons. Et les Iraniens avaient promis que si cette guerre éclatait, leur réponse serait différente de celle de la guerre de 12 jours. Et c'est ce que nous constatons. Un éventail de cibles plus large, et ainsi de suite. Vous savez, nous en sommes encore très tôt dans ce processus, donc il est impossible de prédire les résultats, sauf pour dire ceci, nous ne l'avons pas tué. Si l'objectif est un changement de régime et que vous ne tuez pas le régime, vous avez échoué. Et je pense que cet échec, à moins qu'il ne soit immédiatement corrigé, marquera le début d'une série d'événements en cascade liés à cet échec initial. Ce que je veux dire par là, et je crois que vous et moi en avons parlé la dernière fois que nous avons discuté, c'est que cette guerre sera définie par la disponibilité des munitions du côté des États-Unis. Quand les États-Unis seront à court de munitions, ils perdront la capacité de projeter leur puissance de manière significative. Et nous savions, d'après les avertissements des généraux et amiraux américains, que l'armée estimait ne pas disposer des ressources suffisantes pour accomplir cette mission, qu'elle ne serait pas en mesure de réussir. Et je pense que leurs pires cauchemars sont en train de se réaliser, car dans les opérations militaires, en particulier, c'est une guerre qui demande énormément de ressources. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des cibles à frapper, et des moyens sont mobilisés pour frapper ces cibles. L'objectif est d'éliminer un certain ensemble de cibles, puis de réaffecter ces ressources à d'autres missions ultérieures. Nous avons vu cela pendant la guerre du Golfe. Les États-Unis disposaient de 2 escadrons de F-15 Strike Eagle. À l'époque, ces appareils représentaient des ressources très précieuses en raison de leur capacité à pénétrer profondément et à frapper avec précision. Ils ont été affectés, dans les premières phases du conflit, à la neutralisation de la capacité de lancement de missiles balistiques de l'Irak. Et ensuite, ils devaient être réaffectés à la campagne aérienne à Bassora et à Bagdad. Le plan reposait sur la disponibilité de ces ressources à un moment donné afin d'avoir un impact sur la liste des cibles irakiennes. Ici, nous avons une campagne de combat iranienne construite autour de l'utilisation d'une certaine quantité de ressources pour atteindre des objectifs de décapitation et de neutralisation de la sécurité. Avant de passer à la phase suivante des cibles, ces ressources sont réaffectées. Ils ont échoué, ce qui signifie que les ressources qui devraient être réaffectées doivent maintenant rester sur la liste des cibles et sont renforcées par des ressources détournées d'autres missions. Et donc, maintenant on commence à voir une perturbation dans la campagne. Normalement, on peut tenir le coup. On peut dire d'accord, on va contenir et passer à autre chose. Mais chacune de ces actions consomme des munitions, dont la quantité est limitée. Alors quand on lance une campagne, en sachant qu'on n'a pas assez de munitions pour aller jusqu'au bout,
qu'il faut gagner rapidement, et que, dès le départ, on voit la campagne s'effondrer, eh bien, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. C'est encore vrai aujourd'hui. Le changement de régime n'a pas fonctionné. Si un changement de régime est nécessaire pour créer les conditions permettant au peuple de se soulever, et ainsi de suite, il faut rester concentré sur cet objectif. Cela signifie que les munitions utilisées au départ n'ont pas accompli la mission. Elles sont épuisées. Elles ne peuvent pas être remplacées. Il faut donc prélever des munitions sur d'autres objectifs, les acheminer avec les ressources disponibles et continuer à frapper. Ainsi, on consomme encore plus de munitions en les retirant d'autres cibles, ce qui crée une série d'échecs en cascade qui épuiseront les stocks sans atteindre aucun des objectifs. C'est la définition même de la défaite. Et donc, encore une fois, il est très tôt, mais je dirais que les signes montrent que les États-Unis ont déjà perdu cette guerre. Eh bien, que pensez-vous du manque, disons, de contrôle de l'escalade? Parce que dans toutes les guerres que nous avons vues au cours des, disons, 30 dernières années au moins, il y a toujours eu un effort pour garder un contrôle total sur l'escalade. Mais cette fois-ci, le degré d'escalade, les acteurs impliqués, le moment où la guerre devrait prendre fin, les cibles considérées comme acceptables, tout cela semble échapper à tout contrôle. Je vois des rapports faisant état de frappes de représailles iraniennes contre Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Il y a également eu des informations sur des explosions au Koweït et en Arabie saoudite. En somme, toutes les cibles régionales où se trouvent des bases américaines sont touchées. Et bien sûr, il y a aussi eu des frappes à Tel Aviv et à Haïfa, en Israël. Selon vous, quelle est la logique actuelle en Iran? Parce qu'il ne semble certainement pas se retenir, ni suivre la moindre échelle d'escalade traditionnelle. Eh bien, quelle est la réflexion à Téhéran? Ils viennent d'encaisser une frappe de décapitation conçue pour éliminer leur haute direction, dans le but de faire s'effondrer le gouvernement, un système en place depuis 47 ans. Donc d'emblée, la question est, qu'ont-ils à perdre? Je veux dire, si on vient pour vous tuer, répondez-vous en gravissant l'échelle de l'escalade, ou dites-vous, nous sommes engagés dans une lutte existentielle pour notre survie. La tâche des Iraniens est de terminer ce conflit en maintenant la République islamique intacte. Mais, tout comme nous l'avons vu dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, Vladimir Poutine a exprimé non seulement la nécessité de mettre fin à la guerre, mais aussi de le faire d'une manière qui s'attaque aux causes profondes du conflit, afin d'éviter qu'il ne ressurgisse dans 5 ou 10 ans. Les États-Unis et Israël viennent d'annoncer qu'ils s'engageaient à détruire le régime iranien. Le but de cette campagne est d'éliminer l'Iran. Ainsi, pour que les Iraniens sortent vivants de cette guerre, mais avec Israël et les États-Unis maintenant toujours une posture de changement de régime, cela ne résout rien. Alors que font les Iraniens? A. Ils mènent une bataille pour leur survie existentielle. B. Ils doivent gagner cette guerre. Et la victoire dans cette guerre signifie un changement de régime. Or, les États-Unis ont toujours parlé de changement de régime, ce qui ne signifie pas seulement renverser le régime, mais aussi modifier son comportement. Une façon de changer le comportement de l'administration actuelle est de garantir sa disparition politique. Je pense que Donald Trump a commis ici un suicide politique. C'est la fin de la présidence Trump, cette décision de bombarder l'Iran. S'il ne remporte pas une victoire rapide et décisive, c'est terminé. Il sera balayé lors des élections de mi-mandat et destitué, probablement condamné. Et ce sera la fin pour lui. Voilà donc un changement de régime, en quelque sorte. De même pour Benjamin Netanyahou, si aucun changement de régime n'a lieu et que l'Iran riposte en infligeant des dégâts importants à Israël, ce sera la fin de Benjamin Netanyahou, de sa viabilité en tant que dirigeant.
La question devient alors qui les remplacera? Et si en frappant des dirigeants régionaux qui avaient accepté la vision israélienne et américaine des accords d'Abraham et de la réduction de la puissance iranienne, on en vient à cette situation, il se peut que les nations arabes du Golfe réalisent que les États-Unis ne sont plus là. Et Israël est une nation qui peut être vaincue, et vous verrez un changement dans l'attitude du régime. Pour les différents pays arabes du Golfe, il est très important pour l'Iran que lorsque cette guerre prendra fin, cela ne se passe pas comme à la fin de la guerre de 12 jours. Vous avez mis fin au combat, mais l'état d'esprit visant à provoquer un changement de régime était toujours présent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque cette guerre se terminera, l'Iran ne devra pas seulement survivre, mais aussi avoir provoqué une transformation géopolitique dans la région, en s'éloignant du soutien au plan de changement de régime des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Cela exigera donc la défaite de l'armée des États-Unis. Aujourd'hui, l'armée américaine n'est pas vaincue par le naufrage de navires ou l'abattage d'avions, mais par le fait de ne pas gagner. C'est la même chose qu'avec le Hezbollah face à Israël en 2006. Israël avait déclaré « Notre objectif dans la courte guerre d'août 2006 est de détruire complètement le Hezbollah. » Et à la fin de la guerre, le Hezbollah était toujours là, semant la mort et la destruction sur Israël. Le Hezbollah a gagné. Si les États-Unis ont déclaré que leur objectif était un changement de régime et qu'à la fin de cette guerre, l'Iran est toujours là, Trump aura perdu. Et ce sera dévastateur pour un homme qui, vous savez, parle de paix par la force. On n'est pas très fort quand on perd. Ce sera dévastateur pour un homme qui a rebaptisé le département de la défense en département de la guerre, puis qui sortirait pour perdre une guerre. Mais c'est ce que l'Iran doit faire. L'Iran doit gagner cette guerre. Ils doivent détruire physiquement Israël et résister plus longtemps que les États-Unis. Et encore une fois, les conditions de la victoire sont très simples ici. Il suffit d'absorber toutes les munitions que les États-Unis peuvent tirer sur vous, car il n'y a rien de plus. C'est ce que le général a dit. Quand nous serons à court, nous serons à court. Et donc je pense que c'est leur objectif ici. Cela ne va pas se terminer bientôt. Ce sera une affaire prolongée. L'Iran est prêt pour cela. Ils s'y sont préparés et ils ont un plan. Et nous savons bien, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Eh bien, le plan américain est déjà perturbé, car ils n'ont pas obtenu le changement de régime. Je pense que beaucoup de gens sont surpris par l'ampleur et la portée de la riposte iranienne, et par le fait qu'il n'ait pas suivi une échelle d'escalade progressive. Cela a aussi des conséquences, car il y aura désormais des répercussions politiques. Ces dirigeants arabes du Golfe gouvernent sur un fil très mince de viabilité. La population doit croire que ces dirigeants leur apporteront la richesse et un niveau de vie élevé. Si vos villes explosent soudainement, alors qu'on vous avait toujours assuré que cela n'arriverait jamais parce que les États-Unis vous défendraient, mais que désormais les États-Unis ne peuvent plus vous défendre, tout à coup, ces dirigeants paraissent faibles et inefficaces. Et qui sait ce qui va se passer? Mais vous savez, c'est le jeu iranien en ce moment. Je pense qu'il renverse le scénario. C'est l'équivalent géopolitique d'un retournement au catch. Et la stratégie de changement de régime pourrait désormais consister non pas en la réussite des États-Unis et d'Israël à renverser le régime iranien, mais en celle de l'Iran à renverser le régime israélien, le régime américain et peut-être plusieurs des États arabes du Golfe. Eh bien, c'est en quelque sorte l'avantage dont Israël et les États-Unis ont bénéficié au cours des 30 dernières années. Ils ont construit l'image d'être invincibles ou puissants. Et avec cela, bien sûr, vient une grande part de pouvoir d'influence,
car tous les autres pays finissent alors par s'aligner. Si c'est le fournisseur de sécurité ultime, celui qui peut vous protéger ou vous détruire, alors vous vous alignez. Bien sûr, la situation sera très différente s'ils ne tiennent pas le coup. Mais en ce qui concerne l'Iran, tout ce qu'il a vraiment à faire, c'est infliger beaucoup de souffrance et attendre que les Américains et les Israéliens s'épuisent. Mais quelle est la contrainte de temps ici, cependant? Parce que, comme vous l'avez dit, les États-Unis disposent de ressources limitées. Ils doivent les acheminer à travers le monde, et à un moment donné, il faut les reconstituer. Combien de temps pensez-vous que les États-Unis peuvent maintenir une guerre d'une telle intensité? Je ne connais pas le stock de munitions. Je crois qu'ils envisageaient une guerre qui durerait, vous savez, quelques semaines seulement. Donc si cette guerre dure 5 semaines, les États-Unis n'auront plus de munitions. L'Iran n'a qu'à tenir 5 semaines et c'est tout. Je ne sais pas si tu as regardé le discours de Trump, enfin, appelons-le un discours de guerre, ou si, comme moi, tu l'as lu comme une déclaration de guerre. Il est essentiellement revenu sur la révolution islamique de 1979, la question de l'ambassade américaine, tu sais, les attaques au Liban dans les années 1980. Il a donc retracé en gros toute l'histoire pour expliquer tous les griefs de l'Amérique envers l'Iran. Et bien sûr, la question des armes nucléaires. Qu'as-tu pensé de ce discours? Ou bien était-ce simplement... Enfin, Trump n'a pas écrit le discours. First of all, Trump didn't write the speech. Okay, he's reading words written by Il lit des mots écrits par des néoconservateurs, des va-t-en-guerre pro-israéliens, qui ont simplement ressorti les mêmes vieux arguments éculés qu'on a déjà entendus par le passé. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Et la duplicité des États-Unis était évidente lorsqu'il a parlé d'un programme nucléaire sur lequel l'Iran faisait déjà d'importantes concessions à Oman. Donc, c'est un menteur. Mais laissons les mots de côté un instant. J'ai vu un vieil homme effrayé et bedonnant. Cet homme est terrifié. Il se rend compte qu'il est dans une situation désespérée. Il a franchi le Rubicon, et cela ne se terminera pas bien pour lui. Et je pense qu'il le sait. Je pense qu'il voit l'héritage de Trump s'effondrer autour de lui. Il ne gagnera pas les élections de mi-mandat. Il a trahi sa base comme jamais auparavant. Israël était inquiet avant même que cette guerre ne commence. Vous savez, quand Tucker Carlson est allé parler à Mike Huckabee, si vous regardiez la presse israélienne, il disait « Regardez, nous sommes en difficulté parce qu'il y a maintenant une division au sein du Parti républicain à propos d'Israël. Cette division va simplement, elle va grandir, grandir et encore grandir. Parce que cette guerre est tout simplement stupide, stupide, stupide. Tout tourne autour d'Israël. Cela n'a rien à voir avec les intérêts de sécurité des États-Unis. Et Israël va être peut-être irrémédiablement blessé par cela. Ce président a vu sa présidence mortellement atteinte par ses propres actions. Et nous allons voir un homme désespéré avancer. On peut déjà observer des mouvements au Congrès pour modifier la loi et donner au président le pouvoir de prendre le contrôle des élections de mi-mandat afin qu'il puisse les voler, car il ne va pas les gagner. Ce qu'il doit faire, c'est éviter le type de rase de marée qui entraînerait non seulement une Chambre des représentants démocrates, mais aussi un Sénat avec suffisamment de sentiments anti-Trump pour le condamner s'il est destitué, car il le sera. Ce que nous avons vu, c'est la fin de la présidence Trump. Je n'écoute pas ses paroles. Il n'a pas écrit ces mots. J'ai observé sa manière de les prononcer, et c'était celle d'un vieil homme fatigué, gros, effrayé. C'est ce que j'ai vu. Je suppose que tout cela, être le président de la paix, mettre fin à toutes ces guerres, avoir son conseil de la paix, rien de tout cela n'a vraiment de sens. Je veux dire, on aurait pu appeler ça du bon marketing. Mais maintenant,
J'imagine que tout cela est perdu, puisqu'il devient le président belliciste par excellence. Je pense que c'est tout le contraire de ce qui s'est passé au Venezuela. Juste une opération éclair, très limitée, je suppose, avec pour objectif d'enlever un président, de déclarer la victoire et de se féliciter soi-même. Mais pourquoi cela était-il si imminent alors? Parce qu'il y avait ce besoin d'attaquer maintenant. Parce que, ces derniers jours, nous avons vu certains généraux américains, des responsables militaires de haut rang, affirmer que nous ne sommes pas vraiment bien préparés. Nous n'avons pas assez, je crois, de missiles intercepteurs défensifs, ou nous ne pouvons pas forcément encaisser toutes les frappes de représailles de l'Iran. Peut-être devrions-nous ne pas le faire ou attendre. Alors, pourquoi y avait-il une telle précipitation à vouloir s'engager dans cette guerre, alors que nous ne sommes pas correctement préparés? Et si les stratégies et les plans de guerre ne sont pas vraiment en place, eh bien, Juste une petite leçon d'histoire. J'en ai peut-être déjà parlé, mais je vais le redire. Pendant Desert Shield et Desert Storm, le flux logistique vers la région s'appelait le TPFDD, le Time Phased Force and Deployment Data, ou quelque chose de ce genre. Quand la guerre s'est terminée, enfin, nous le savions déjà en y entrant. Je le savais en octobre, car je faisais partie d'une cellule de planification avec le commandant du corps des marines, que nous avions franchi une ligne de non-retour. La décision de faire la guerre à l'Irak n'a pas été prise à la mi-janvier, les 16 ou 17. Elle a été prise à la mi-octobre, lorsque nous avons commencé à déplacer les forces. Car une fois que vous commencez à déplacer des troupes, les choses se mettent en marche, elles prennent leur propre dynamique, et vous ne pouvez pas les retirer sans créer de sérieux problèmes. Parce qu'une fois que vous perturbez le TPFDD et que vous essayez de l'inverser, vous ne pouvez pas le reconstituer avant plusieurs mois. Vous perdez donc toute une fenêtre d'opportunité. La même chose s'est produite en 2003. Ils ont renommé le TPFDD, j'ai oublié comment ils l'ont appelé, le flux des forces ou quelque chose comme ça, mais c'était la même chose. Ils ont reconnu par la suite que nous étions prisonniers du système, que nous devions partir en guerre en mars, parce que le flux des troupes, le flux de la logistique l'imposait. Et j'ai dit, en observant cela, que nous avions atteint un point de non-retour. Nous avions déployé des forces, par exemple des forces de défense aérienne, et vous savez, nous avons déshabillé Pierre pour habiller Paul. Nous avons réduit les défenses aériennes en Asie et en Europe pour les redéployer et renforcer les ressources censées protéger ces régions en cas de conflit, mais elles ont finalement été détournées vers le Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas les y maintenir indéfiniment. Il n'y a donc qu'une fenêtre limitée pendant laquelle elles peuvent rester. Ensuite, nous avons commencé à déployer toute cette capacité de frappe. Porte-avions, chasseurs tactiques, ravitailleurs, et ainsi de suite. Des munitions, encore des munitions. Et une fois que nous avons commencé à les acheminer, il faut les utiliser, sinon il faut les renvoyer dans l'autre sens. Lorsque vous commencez à les renvoyer, votre fenêtre d'opportunité pour frapper s'élargit. C'est une guerre dictée par des considérations politiques. Cette guerre n'a rien à voir avec la menace que représente l'Iran. Je le répète, cette guerre n'a rien à voir avec la menace que représente l'Iran. Cette guerre concerne le calendrier des résultats. Le président a des élections de mi-mandat en novembre. Il doit, d'ici le début de l'été, au milieu de l'été de cette année, définir le débat parmi le peuple américain sur l'avenir de sa présidence. On pensait que s'il parvenait à accomplir ce qu'aucun autre président n'avait réussi en 47 ans, renverser le régime iranien dans un conflit rapide, non pas sans effusion de sang mais relativement peu sanglant, il deviendrait un héros.
Il serait perçu comme un homme de paix parce que, par la guerre, il a apporté la paix et il continuerait à porter cette image. Il ne pouvait pas ne pas frapper maintenant, car attendre signifierait bombarder en plein été, au plus fort de la campagne. Il avait besoin d'un résultat d'ici la mi-été, et bombarder à ce moment-là serait dévastateur. Cette guerre est donc motivée par des impératifs politiques intérieurs américains. S'il ne frappait pas maintenant, nous devrions commencer à retirer nos moyens de la région et nous ne pourrions pas revenir en arrière ni retrouver le même niveau de force avant la mi-été. C'est étrange s'il pensait que l'Iran serait une cible aussi facile. Pourtant, car le Venezuela n'avait été qu'une opération d'un jour. Il semble qu'ils aient réussi à étouffer Cuba et à retirer cette gêne du passé, enfin du passé de 65 ans, de la table, et sans trop, tu sais, même de plaintes médiatiques. Mais l'Iran, je pense qu'ils ont peut-être mal évalué la situation. Étiez-vous surpris de voir tous ces missiles iraniens atteindre autant de régions différentes? Je pensais que tous ces pays de la région, les États du Golfe, leur défense aérienne aurait dû être épuisée d'abord, avant que tous ces missiles ne commencent à passer. On dirait que seulement cette guerre a commencé ce matin, et nous voyons déjà des missiles atteindre Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et, comme je l'ai dit plus tôt, peut-être l'Arabie saoudite et le Koweït, et Israël, bien sûr. Comment est-ce possible? Eh bien, la guerre de 12 jours a donné à l'Iran une compréhension considérable du fonctionnement du bouclier de défense antimissile coordonné, non seulement au-dessus d'Israël, mais aussi du bouclier américain dans la région. Ils ont tiré de nombreux missiles conçus pour absorber la capacité de défense israélienne et américaine, non pas seulement pour l'épuiser, mais pour apprendre. Je veux dire, c'est un système, et il faut voir comment il fonctionne. Comment les radars communiquent entre eux, comment on passe d'un F-35 au-dessus de la Jordanie à un radar THAAD, renforcé par des radars Aegis, tous obtenant une image unifiée. Les Iraniens collectaient des données. Ce sont parmi les personnes les plus intelligentes au monde dans ce genre de domaine. Je rappelle aux gens qu'ils ont détourné la baie de Kandahar. Et il se peut qu'ils aient aussi détourné un autre drone américain qui a disparu des radars il y a seulement quelques jours. Ces gens sont extrêmement doués dans ce qu'ils font. Et ils ont réussi à disséquer le dôme d'or. Souvenez-vous, à la fin de la guerre des 12 jours, nous n'avons pas vu des vagues de missiles arriver, nous en avons vu 1, 2, 3. Mais la différence, c'est que chacun d'eux a atteint sa cible et ils ont touché quelque chose de valeur. C'est à ce moment-là que Netanyahou est passé à la télévision, les mains tremblantes, et qu'il a appelé Trump. Trump a pu lancer le marteau de minuit, l'échange d'Al-Udeid pour mettre fin au conflit. Mais les Iraniens ont déchiffré le code. Ils savaient désormais comment vaincre ce système, et ils pouvaient le faire avec des missiles individuels dont les paramètres de performance les rendaient impossibles à intercepter. Au lieu de mener des attaques massives, ce qui serait très difficile en ce moment, car je crois qu'au-dessus de l'Iran, nous avons beaucoup d'avions qui patrouillent à la recherche de missiles, il ne faut pas procéder à des lancements massifs. Ce qu'il faut, ce sont ce que j'appellerais des fuites. Un tir ici, un tir là, un autre ailleurs. Mais les trois atteignent leur cible, car les Iraniens ont construit des missiles que la défense aérienne américano-israélienne ne peut pas abattre. Et c'est ce que nous voyons en ce moment. Nous voyons les missiles iraniens, la supériorité de la technologie iranienne sur la défense antimissile. Et un peu hors sujet, mais je veux simplement dire aux gens, c'est exactement ce qui arriverait au Dôme d'Or si nous le construisions un jour et entrions en guerre contre la Russie,
sauf que les conséquences de cet échec seraient existentielles, car elles seraient nucléaires. Les défenses antimissiles ne fonctionnent pas. Cela pourrait être l'un de ces rares côtés positifs dans un nuage sombre. Personne ne voulait cette guerre. Mais si nous pouvons en sortir avec rien de plus grave que l'humiliation des États-Unis, cela pourrait servir d'avertissement aux futures administrations. Le contrôle des armements fonctionne réellement. Nous devrions tenter le coup et ne pas poursuivre le projet du Dôme d'Or, ni toutes les initiatives de l'administration Trump. Encore une fois, je crois vraiment que c'est la fin de l'administration Trump. Je ne pense pas qu'ils s'en sortiront. Et, vous savez, l'une des raisons, c'est que les Iraniens ont révélé qu'un budget de défense annuel de 1,5 billion de dollars n'était qu'une fraude vide de sens. Je veux dire, comment expliquer cela au peuple américain? Vous dépensez autant d'argent et vous êtes en ce moment submergé par des missiles iraniens. Apparemment, il y a des victimes à Bahreïn, je ne sais pas combien, mais il semblerait qu'il y ait des pertes militaires américaines là-bas, et on peut s'attendre à d'autres. L'armée a failli au peuple américain. Elle est censée défendre, elle est censée être capable d'agir, et elle n'a pas su le faire. Et notre direction politique a trahi le peuple américain, car elle a permis qu'une guerre ait lieu. Une guerre de choix, non une guerre de nécessité. L'Iran ne représente absolument aucune menace pour les États-Unis. C'est donc une guerre de choix. C'est une guerre d'agression illégale, le crime de guerre le plus grave qui soit. Elle détruit la crédibilité des États-Unis. Qui acceptera encore de négocier avec nous? Car une fois de plus, nous étions en pleine négociation avec les Iraniens qui proposaient de véritables solutions concrètes, et nous avons choisi le changement de régime. Si j'étais les Russes, je ne m'assierais plus jamais à la table avec Steve Witkoff et Jared Kushner. On ne peut pas leur faire confiance, car ils ont été corrompus par ce processus. Donc, vous savez, c'est une mauvaise journée pour l'Iran. Avant tout, ils ont été frappés et il y a des Iraniens morts. Nous ne devrions pas l'ignorer. Mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous avons un devoir, une responsabilité de le reconnaître. Mais en tant qu'Américains, c'est une journée horrible pour mon pays, parce que nous venons de nous identifier comme une nation incompatible avec l'état de droit et avec les normes et valeurs de la société civile mondiale. Et en plus, nous n'allons même pas gagner. Donc c'est une mauvaise nouvelle sur toute la ligne. La seule bonne nouvelle, c'est que ce régime prendra fin. Tout comme lors de la guerre de 12 jours en juin, cette attaque surprise s'est produite pendant des négociations où l'on affirmait qu'il y avait des progrès, ce qui suggère que soit les négociations étaient une imposture, soit ces progrès n'étaient jamais réels. Vous savez, on suppose souvent que la domination est le modèle idéal pour la sécurité, qu'on peut négocier à partir d'une position de force. Mais c'est problématique, je pense, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Occident politique, qui détient la position dominante depuis plus de 30 ans. Lorsqu'on se trouve dans une telle position, on cesse d'établir des priorités. On peut absorber beaucoup de coups et on finit donc par faire des choses imprudentes. Et bien sûr, par succomber à l'hubris. Alors, peut-être que tu as raison. Si c'est un petit signal d'alarme, cela pourrait être salutaire avant que nous ne finissions par nous engager dans quelque chose de bien plus vaste et stupide, comme entrer en guerre contre la Russie. Laisse-moi poser une dernière question. À quoi t'attends-tu en termes de soutien extérieur? Jusqu'à présent, je n'ai vu que le Yémen affirmer qu'il allait recommencer à cibler des navires en mer Rouge. Et j'ai vu quelques rapports, que je n'ai pas pu confirmer, selon lesquels ils auraient également lancé des missiles balistiques. Penses-tu qu'il y aura une réaction de la part des milices en Irak, au Liban ou en Palestine? Ou as-tu entendu parler d'un éventuel soutien indirect de la Russie ou de la Chine? Ou est-ce encore trop tôt?
or is it too early still? Well, according to what I read, Eh bien, d'après ce que j'ai lu, avant l'attaque contre l'Iran, Israël a lancé une vaste opération de plusieurs heures pour neutraliser le Hezbollah. Ils ont bombardé massivement le sud du Liban. Je pense que c'était pour affaiblir le Hezbollah, qui s'était positionné pour participer. Le Hezbollah avait déclaré qu'il ne prendrait pas part à un conflit de portée limitée, mais que s'il devenait un conflit à grande échelle, il s'y engagerait. Je m'attends à ce que... Écoutez, c'est un conflit existentiel pour le Hezbollah. Si le régime iranien s'effondre, si l'Iran tombe, c'en est fini du Hezbollah. Le Hezbollah ne peut pas survivre sans le soutien de l'Iran. Il n'y a donc aucune raison pour que le Hezbollah reste en retrait et regarde l'Iran être détruit. Je pense donc que vous allez voir le Hezbollah s'engager de manière décisive dans ce conflit, car c'est désormais une guerre aux conséquences existentielles. Ansarallah le fait déjà. Le Hamas, je pense qu'on pourrait voir le Hamas réellement impliqué, surtout s'il perçoit une faiblesse israélienne et décide, vous savez, de passer à l'action, de sorte que les milices exercent également une pression totale. C'est, à mon avis, une énorme erreur de calcul de la part d'Israël et des États-Unis. J'ai toujours dit que l'armée américaine est professionnelle, et elle l'est. Nous avons la capacité d'infliger beaucoup de dégâts, et nous le faisons. Mais le renseignement est aussi un élément très important dans tout cela, et les États-Unis ont, au fil de plusieurs décennies, permis que le processus de renseignement soit politisé. Ainsi, au lieu de fournir à la direction des informations fondées sur des faits afin qu'elle puisse prendre les décisions les plus éclairées possibles, cela devient une chambre d'écho de décisions déjà inévitables. La direction dit « Nous avons déjà pris la décision, faites en sorte que le renseignement corresponde à cela pour que nous puissions la justifier. » Et quand on fait cela, tout ce qu'on fait, c'est, vous savez, se tromper soi-même. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et vous l'avez vu, lorsque le président Trump a rejeté l'évaluation de Tulsi Gabbard concernant le programme d'armes nucléaires de l'Iran, où elle affirmait qu'il n'y avait pas de programme d'armes nucléaires, aucune preuve que ça se produise. Il a dit « Non, elle a tort ». Eh bien, sur qui compte-t-il? Soit sur une cellule échappant au contrôle du bureau du directeur du renseignement national, ce qui serait fondamentalement illégal, soit sur les Israéliens, ce qui signifierait que le président suit désormais les conseils d'Israël plutôt que ceux de ses propres responsables du renseignement. Je pense que des décisions ont été prises pour déclencher un conflit contre l'Iran sans s'appuyer sur le type de conseils éclairés que l'on reçoit normalement de la communauté du renseignement, mais plutôt sur des avis politiquement biaisés, conçus pour dire au président ce qu'il voulait entendre et non ce qu'il avait besoin d'entendre. Et cela influence aussi la manière dont les plans militaires sont élaborés. Vous savez, on a une mission, mais cette mission en forward reality. La manière dont vous accomplissez cette mission doit reposer sur une compréhension réaliste du problème. Vous ne pouvez pas résoudre un problème tant que vous ne l'avez pas d'abord défini avec précision. Le rôle de la communauté du renseignement est de définir le problème avec exactitude afin qu'une solution puisse être trouvée. Mais si la communauté du renseignement ment désormais au président sur ce qui se passe en Iran, par exemple, en affirmant que le peuple se soulèvera, qu'il suffit de bombarder certaines cibles et que le peuple se soulèvera, eh bien, l'armée bombarde ces cibles, mais le peuple ne se soulève pas. Ou encore, on vous dit qu'on va tuer Khamenei, mais on ne le fait pas. S'ils ne peuvent pas tuer Khamenei, le peuple américain doit comprendre qui est cet homme et ce qu'il représente, ce qu'est une république islamique, ce qu'est la foi chiite. C'est le deuxième personnage théologique chiite, le plus influent et le plus puissant au monde. Après, je pense, Sistani à Najaf.
Nous avons essayé de le tuer ce matin. Nous avons tenté de tuer une grande figure religieuse. Ce serait l'équivalent de quelqu'un essayant d'assassiner le pape, le chef de l'Église orthodoxe russe ou l'archevêque de Canterbury. Voilà l'ampleur et l'échelle dont nous parlons. Et à cela s'ajoute le fait que sur le plan national, ils ont tenté d'assassiner le président de l'Iran. C'est de la folie à son plus haut degré. De la folie à son plus haut degré. Alors ne soyez pas surpris si les Iraniens réagissent d'une manière qui reflète l'insulte qu'ils ont subie. Vous avez mentionné la Russie et la Chine. You said Russia and China. Some people say, oh, well, Russia and China will encourage. Certaines personnes disent, oh, eh bien, la Russie et la Chine vont encourager ce conflit parce qu'il affaiblit les États-Unis. Je vous respecte en tant qu'expert et tout ça. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais je pense que vous pourriez en fait être d'accord quand je dis que l'objectif de la politique étrangère russe n'est pas de déstabiliser les États-Unis, mais tout le contraire. Créer un monde stable où tout est prévisible. Les Russes veulent de la prévisibilité. Ils veulent de la stabilité. Ils ne cherchent pas à vaincre l'Amérique ni à la faire tomber. Ils ne cherchent pas à générer le chaos. Et la Chine est pareille. Ils veulent vivre dans un monde où les règles sont respectées, car des règles respectées créent un système de développement durable et des résultats prévisibles. Ainsi, je ne crois pas que le rôle de la Chine et de la Russie soit de se demander comment faire pour que l'Iran vainque l'Amérique. Je pense plutôt que leur rôle est comment mettre fin à ce conflit sans déstabiliser le monde. Je pense que la Russie et la Chine vont exercer une forte pression sur l'Iran pour qu'il n'autorise pas l'extension de ce conflit à des cibles économiques. Nous voyons des cibles politiques et militaires être frappées, mais nous n'avons pas encore vu de cibles économiques touchées. Et mangs que c'est linger towards pastem. Je pense donc que la Russie et la Chine vont essayer d'empêcher l'Iran de franchir cette ligne rouge. Elles ont fait de leur mieux pour s'assurer que l'Iran puisse résister à cette tempête. L'Iran gagne en ne mourant pas. Car si les États-Unis et Israël échouent dans leur tentative de changement de régime, je crois que ce sera la fin de l'administration Trump, et je crois que ce sera aussi la fin de Benjamin Netanyahou en tant qu'homme politique israélien viable. Vous avez donc simplement inversé le scénario. Vous avez opéré un changement de régime au point d'origine de ce conflit. Mais encore une fois, la Russie et la Chine ne cherchent pas un changement de régime. Elles recherchent la stabilité. Elles veulent que cette guerre prenne fin et elles travaillent à y parvenir. Je pense donc que c'est le rôle que la Russie et la Chine vont jouer. Non, je pense que tu as probablement raison. C'est cette vision que nous avons souvent en Occident. Considérer les conflits internationaux comme une lutte entre les gentils et les méchants, où la paix viendrait une fois les méchants vaincus. Je ne vois pas les Chinois ou les Russes raisonner de cette manière. Je pense qu'ils se préoccupent davantage de la gestion des intérêts concurrents. Parce que tu sais, si un rival est vaincu, cela ne signifie pas pour autant la fin du système international ou de la compétition en matière de sécurité. En fait, je pense que la guerre engendre de l'imprévisibilité, souvent du radicalisme. Donc ce n'est pas que, tu vois, je ne pense pas que quiconque souhaite voir l'Amérique vaincue. Ce serait un choc pour le système. Mais oui, la rabaisser d'un cran ou deux, probablement. Oui, probablement. Mais la guerre avec l'Iran, c'est quelque chose qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, ce à quoi nous pourrions être confrontés. Donc je ne pense pas qu'ils veuillent voir cela du tout. Désolé, juste une dernière question. Vous avez mentionné les cibles économiques. Le détroit d'Ormuz, s'il est fermé, c'est bien la cible économique ultime, non? Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne nuit pour l'économie mondiale, mais ce serait certainement un coup assez dur.
pretty big hit. Well, the Strait of Hormuz can be shut down without permanently. Eh bien, le détroit d'Ormuz peut être fermé sans nuire de façon permanente à la sécurité énergétique mondiale. C'est comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Le problème le plus grave, c'est ce qui se passerait si l'Iran commençait à viser les infrastructures de production pétrolière saoudiennes, azerbaïdjiennes, koweïtiennes, émiraties. Là, il s'agirait de dégâts irréversibles, de dommages permanents. C'est le genre de situation qui pourrait faire s'effondrer l'économie pendant longtemps. Si vous fermez le détroit d'Ormuz, vous mettez le système sous tension, mais vous pouvez le détendre en le rouvrant. Et donc, je pense encore une fois que ce que la Russie et la Chine encourageront, c'est de maintenir le détroit ouvert. Mais si l'Iran décide de jouer la carte économique, ils voudront alors se limiter à une fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, sans aller jusqu'à frapper des cibles énergétiques. Ce qui m'inquiète, c'est que les États-Unis et Israël, voyant leur campagne aérienne stratégique s'essouffler, pourraient choisir de viser des infrastructures énergétiques, auquel cas toutes les prévisions tomberaient à l'eau et l'Iran réagirait très durement. Je pense donc que l'un des plus grands défis auxquels la Russie et la Chine sont confrontés est de savoir comment empêcher cette guerre de se transformer en guerre économique. Eh bien, comme je l'ai dit, nous en sommes encore au début, enfin, au premier jour de cette guerre qui pourrait s'éteindre d'elle-même ou nous plonger dans la Troisième Guerre mondiale. Comment ça s'appelle déjà? Opération Fureur épique. C'est ridicule. On dirait que ce sont des enfants qui la dirigent. Je crois que Lion's Roar est la version israélienne ou quelque chose comme ça. Judean Roar ou un truc du genre. Qui sait? Ouais. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes très occupé et qu'il est très tard ou très tôt là-bas aux États-Unis. Alors merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre travail. Je veux dire, des émissions comme celle-ci sont très importantes en ce moment pour les gens parce que, vous savez, nous vivons une période de chaos, un chaos intellectuel, et je pense que vous offrez une approche très équilibrée pour évaluer les problèmes. Alors merci pour le travail que vous faites. Eh bien, merci encore. J'apprécie vraiment. D'accord.